bienvenue. Merci. Bienvenue dans cette table ronde avec que des femmes géniales. Je suis très heureuse de vous recevoir. Vous connaissez certains visages si jamais vous écoutez le podcast. Mais quand même, avant de commencer la table ronde, vu que je pense que c'est important par rapport à notre sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et peut-être Fabienne, on va commencer par toi, parce que je pense que tu es la seule que ma communauté ne connaît pas encore. C'est ça. Mais bonjour, je m'appelle Fabienne Sylvestre, je suis cofondatrice du Lab Femmes de Cinéma. Je suis aussi cofondatrice d'un festival de cinéma aux Arcs et par ailleurs membre de l'équipe Cannes Série. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup Fabienne. Et ben moi je suis à la base activiste pour le climat, donc qu'est-ce que je fais là à Cannes Série? C'est aussi parce qu'un des moyens d'action, parmi le lobbying plus politique, parmi les actions plus traditionnelles de désobéissance civile, etc., il y a le fait que j'écris, je suis autrice et que maintenant, ça fait très bizarre de le dire, mais que je suis réalisatrice, je crois, parce que j'ai réalisé un documentaire, une série documentaire qu'on me présentait ce matin. Et comédienne aussi, dis-le. Et tout ça, c'est tout ça. Tu vas t'autoriser. Le truc de légitimiser. Mais on va voir si Lucie, elle s'autorise aussi, parce que c'est toujours plus facile de booster les autres. Alors moi, je suis comédienne, je m'appelle Lucie Lucas et j'ai aussi, avec ma famille, on a fait le choix il y a 4 ans d'aller vivre à la campagne. Et donc, on vit en habitat partagé et on tient une ferme en maraîchage bio. Et en fait, c'est un tiers-lieu qu'on développe avec une boutique de producteurs locaux, un bar citoyens, des centres de soins, enfin bon bref. Et ça déjà pour moi en fait c'est tellement antinomique avec l'image qu'on se fait du cinéma, mais notamment des femmes dans le cinéma. T'imagines pas la fermière? Tu vois, si jamais je grossis le trait. C'est Lucie, quoi. Elle change. Tu vois? Ah, les talons, ça marche maintenant. Elle met ça là. À la Montana 2.0. Mais encore. Comment tu t'es fait pour t'autoriser ce changement? Et est-ce que quand t'as commencé ta carrière dans le cinéma, tu pensais que c'était possible d'avoir ce mode de vie-là? J'ai toujours été un peu en marge. Et ce que je disais, par exemple au collège ou au lycée, j'étais copine avec tout le monde, je m'entendais bien avec tout le monde, mais j'étais jamais dans les populaires. J'étais copine avec des gens très populaires, mais j'étais pas invitée aux soirées d'être super populaire et tout ça, parce que j'étais toujours... c'était très important d'être en cohérence avec moi-même, donc j'essayais vraiment déjà de dire ce que je pensais ou de dénoncer ce qui me paraissait important. Et donc je prenais des positionnements assez forts. Donc j'ai pas trop pensé à ce truc inconciliable entre comédienne et la ferme. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que très vite, avec le métier de comédienne, je me suis rendu compte que vraiment, c'était la course à générer le désir chez son employeur, chez ses potentiels employeurs. Et en fait, j'ai trouvé ça très malsain tout de suite. Et quand tu dis désir, c'est désir physique? C'est pas forcément un désir sexuel, mais il faut créer quelque chose pour que la personne qui va te choisir pour le film, donc ça concerne la production, les chaînes, en l'occurrence pour la télé, mais les distributeurs au cinéma, les réalisateurs et réalisatrices, il faut créer chez eux quelque chose d'organique, presque de possession, une envie de, enfin tu vois. Et donc c'est pas conscient chez nous, mais on le sent et on joue avec ça parce c'est les seules règles du jeu qu'on nous présente. C'est soumis au désir en fait de quelqu'un qui va dire ok en fait je fais ton film, j'achète le produit, ça va exister. Toi tu crois profondément, intimement à une idée que tu veux défendre et t'es obligé d'être dans ce truc en fait où ça dépend pas que de toi et donc tu dois être t'es nu, enfin pas vraiment nu mais t'es littéralement dans cette idée de dire ok pour que ça advienne, j'ai obligé de se mettre dans cette posture-là. C'est ça qui est terrible. En tout cas, si tu n'es pas désirable d'une façon ou d'une autre, tu n'as pas de travail, tout simplement. Si t'écris pas ton rôle, parce que là t'écris pas ton rôle, l'alternative, ça peut aussi de faire ça. Mais tu peux écrire ton rôle, mais alors après pour te faire financer pour faire ton film, c'est ça. Mais il y a pas mal d'actrices qui disent qu'elles en sont venues là pour avoir des rôles intéressants, ce qui est quand même une folie aussi, quoi. C'est vrai. Pourquoi t'as créé toi Femme Lab? Alors nous, c'est en fait une émanation d'un festival de cinéma où assez vite je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans le fait que dans nos sections en compétition, on n'a quasiment pas de femmes. Je rappelle juste quand même vite fait les chiffres, c'est en moyenne européenne, donc dans les écoles de cinéma, 1 personne sur 2 est une femme. Au moment du premier cours, c'est 1 sur 3. Au moment du premier et deuxième long, c'est 1 sur 4. Et à partir du troisième long et plus, c'est 1 sur 6. Donc en fait, les femmes disparaissent complètement. Et ce truc, je me suis dit mais moi je viens pas à l'origine de l'univers du cinéma et j'avais une image plutôt évoluée en fait de cet univers. Je me disais ça doit être quand même les sujets de parité doivent être moins importants qu'en politique ou dans l'industrie lourde, des trucs comme ça. Et en fait pas du tout quoi. Et en fait c'est un sujet notamment sur ce qui se passe derrière la caméra, mais c'est aussi un sujet sur ce qu'on raconte, les images qu'on raconte. Et on sait que les deux sont liés, c'est-à-dire qu'en fonction de qui est derrière la caméra, on va pas raconter les mêmes histoires et que donc s'il y a pas beaucoup de femmes derrière, il y aura vraiment des histoires qui sont pas racontées et ça c'est hyper triste quoi. Et en fait c'est vrai que c'est un cercle vicieux parce que moi comment je le vois de l'extérieur, c'est que les hommes étant aujourd'hui, détenant
les productions, les grosses boîtes de prod, en fait, c'est eux qui avaient les moyens d'embaucher. Donc, c'est eux qui embauchaient les femmes qu'ils souhaitaient embaucher. Donc, c'était souvent des femmes aussi qui étaient recrutées, non pas juste pour leur jeu, mais aussi pour leur apparence physique. Ça a mené à des débordements que MeToo a mis en lumière. Mais en fait, c'est vrai que c'est très dur de briser cette chaîne parce qu'en fait, à quel moment, je sais pas qui sont les premières femmes qui se sont dites, en fait, je veux y aller. Est-ce qu'on les laisse, en fait, monter? Déjà, non, mais alors déjà, parce qu'en effet, la part des hommes est immense dans les décideurs, en tout cas, de ces cercles-là artistiques. Moi, un producteur, un jour, m'a dit, je lui dis, non, mais quand même, là, tu vois, cette actrice, elle est tellement gracieuse et fine et... Regarde qui ils la font jouer quand même, c'est un gros bourrin, il est vraiment... bon, désolé, mais il était vraiment pas apprêté du tout, machin. Et le mec me répond, mais c'est fait exprès. Parce que nous, producteurs, on a envie de se dire que c'est possible de sortir avec une fille comme ça en ayant l'air de rien. Ah d'accord, ok. Oui, c'est vrai, on peut. Mais d'ailleurs, c'est vrai que l'amour devrait être aveugle et qu'on s'en fout. Mais pourquoi c'est pas l'inverse parfois aussi? Pourquoi ça va pas dans les deux sens? Et c'est beaucoup plus rare. Et en effet, pourquoi on les laisse pas monter, les femmes? C'est une bonne question. Ouais, on les a aussi invisibilisées de l'histoire, en fait. Un truc qu'on raconte jamais, c'est que le cinéma, il a vraiment été inventé, non pas par les Frères Lumière, mais par Alice Guy. C'est-à-dire que la première histoire racontée avec des images filmées, c'est Alice Guy, en fait, c'est la fée aux choux. Et en fait, elle a été complètement invisibilisée. Et au tout début de l'industrie du cinéma, en fait, c'était plutôt des femmes, majoritairement. Et à partir du moment où les studios ont compris qu'en fait, il y avait des intérêts financiers majeurs, on les a mises de côté. Et Alice Guy, elle a disparu du circuit, quoi. Mais des intérêts financiers majeurs par rapport à quoi? Au fait qu'il n'y ait pas de femmes? Non, par rapport au fait qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. Il y avait du pouvoir, c'est un lieu de pouvoir. Ah oui, d'accord, c'est ça. Oui, d'accord. Donc, comme tout lieu de pouvoir, il s'est trouvé accaparé par des hommes. Et donc, on est dans un cercle où, évidemment, c'est pour en sortir, il faut qu'on soit capable de hacker le truc. Et c'est pour ça que, comme tu disais, c'est un des moyens, c'est du coup d'avoir des ambitions peut-être parfois moins grandes, et de se dire, tant pis, je vais écrire mon truc, je vais le produire. C'est pour ça que moi, je suis devenue productrice. Absurde quand même, hein. C'est pas du tout un métier que j'aime faire. Juste pour pouvoir produire nos propres contenus, c'est-à-dire qu'on fait rien d'autre, mais on a monté une structure de production parce que sinon, je voyais que en fait, t'étais utilisé dans, on te prend pour, t'es jeune, t'es une femme. Il y a ce truc de, alors attends, moi je vais t'expliquer, je suis dans le cinéma depuis 20 ans, j'ai produit pas combien de films, donc en fait ça se passe comme ça. Mais sauf que moi, pourquoi je fais du cinéma, c'est pour raconter un combat politique, c'est pour raconter des histoires qui vont, j'espère, participer à dérouter un peu le monde dans une autre direction. Et donc si je voulais que cette histoire-là, elle puisse rester intacte, le seul moyen que j'avais pour m'en assurer, c'était de tout faire. Donc c'était de tout faire. Donc c'était de devenir productrice pour savoir avec quel financeur je voulais pouvoir travailler. C'était d'écrire, c'était de réaliser, c'était d'être dans la salle de montage aussi. Le seul moyen, c'était d'être à chaque endroit parce que sinon tu pouvais te faire étioler quelque part les idées intactes que tu voulais avoir. C'est garantir ton indépendance et ça c'est vrai que c'est même le cas avec les médias je trouve et bon c'est carrément le cas dans l'industrie du cinéma et c'est vrai que ce que tu disais dans le fait de t'es une femme déjà et puis t'es une femme jeune en fait il y a un côté où on cantonne beaucoup les femmes je trouve à certains rôles et que de l'extérieur j'ai l'impression que les femmes ne peuvent pas tout jouer en tout cas on ne leur autorise pas à tout jouer alors qu'un homme peut beaucoup plus incarner différents rôles et d'ailleurs je crois qu'il y a des actrices à Hollywood qui s'en sont plaintes par exemple les femmes grosses quand elles ont commencé à arriver dans le cinéma, elles étaient cantonnées à jouer la bonne copine, mais jamais le premier rôle. C'est aussi un truc d'imagination, c'est-à-dire que si culturellement toute la société te dit que ça c'est moins enviable que ça, et bien il y a un moment où le financier derrière, il va se dire je continue à miser sur le truc qui rapporte et il prend jamais de risque à essayer d'explorer autre chose aussi. Et il y a ça et il y a le vrai problème de la légitimité. Moi, on a passé vraiment ça fait 15 ans que régulièrement j'entends que oui, que mon profil il est difficile à vendre auprès des productions et des chaînes, que par exemple je devrais être super contente parce que pour un salaire d'actrice c'est un super salaire. Mon agent qui me dit ça, j'ai dit attends pardon, un salaire d'actrice c'est quoi ça? Mais je peux pas entendre ça, c'est quoi? T'as 35 ans je crois. Ouais, j'ai 37 ans. 37 et j'ai lu une statistique moi qui m'a quand même achevée, c'est que à Hollywood, les actrices femmes voient leur salaire augmenter jusqu'à 34 ans, puis ne font que décroître, alors que le salaire des hommes augmente jusqu'à 50 ans et reste stable par la suite.
Et puis après, tu as aussi la disparition à partir de 50 ans. Il y a une structure qui s'appelle le tunnel des femmes de plus de 50 ans qui est hyper intéressant. Elles ont des statistiques de malades que j'ai pas malheureusement en tête, mais c'est genre, je crois que les femmes de plus de 50 ans sont la moitié de la population des femmes, et à l'écran, je crois que c'est moins de 10% du temps d'antenne. Et après, tu as aussi le temps de parole, c'est-à-dire que je regardais aussi, moi j'adore les chiffres, donc je suis très maître Capello sur tout ça, mais je trouve que ça met un peu l'église au milieu du village, quoi. Et pour le coup, en termes de temps de parole, il y a une étude qui montrait, je crois en 2018 en France, dans les séries, les 2/3 du temps de parole étaient détenus par des mecs, en fait. Donc c'est le sujet aussi, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des rôles, tu vois, mais après, quel rôle et il faut voir parole. c'est ça, quel rôle, parce que par exemple, moi, ça je l'ai beaucoup vu et ça m'a fait très peur les 10 premières années où j'ai commencé à travailler, où je travaillais avec des femmes magnifiques, puissantes en plus vraiment, qui avaient 40, la quarantaine, entre 40 et 50. Et j'ai eu la chance de travailler avec elles longtemps. Et je les ai vues prendre de l'âge et je les ai vues paniquer, mais paniquer littéralement en se disant putain, maintenant, en fait, là, alors qu'elles étaient foutues, laisse tomber, elles faisaient du sport, elles faisaient tout ce qu'elles voulaient, elles étaient rayonnantes d'elles, sûres d'elles, tout ça, et ben elles se disaient là, maintenant, il ne me reste plus que les rôles de grand-mère. Alors que pas du tout. Enfin, tu vois, elles étaient magnifiques et elles pouvaient tout jouer. Mais magnifique dans le sens, quand je dis magnifique, je mets un jugement de valeur sur leur beauté entière, leur personne. Et toi, t'as jamais ressenti cette peur-là? Ben moi, ça m'a beaucoup angoissée de voir ça et je me suis dit, du coup, je me suis conditionnée, je me suis dit à 40 ans, t'arrêtes. Comme ça, tu te poses plus de questions, tu n'as pas peur, tu regardes plus. Oui, mais ça me va. Tu te regardes plus dans le miroir en te disant qu'est-ce qui se passe, tu t'en fous. Tu passes à autre chose et voilà. Et puis en fait, avec le temps, je me dis que c'est pas ça qui me fera arrêter. Mais c'est sûr qu'il faut voir aussi ce que c'est que de se regarder dans un film, se regarder vieillir, parce que c'est ça que tu vois. Et pour l'instant, la société n'accepte pas le vieillissement. Et puis, t'as pas de modèle. Il n'y a pas de rôle modèle. C'est-à-dire que, enfin, on commence à en avoir, mais on les met pas assez en avant. C'est-à-dire les rôles modèles au féminin, tu vois, puissants, inspirants, etc., d'un certain âge, il y en a pas beaucoup. Et c'est vrai sur des personnages de comédiennes, ou alors c'est des comédiennes qui, du coup, en fait, t'as l'impression qu'elles ont le temps n'a pas de prise, qui n'est pas non plus tu vois, un rôle modèle qui soit ok, quoi. Et c'est pareil de l'autre côté de la caméra, c'est-à-dire des réalisatrices, non seulement il y en a peu, mais elles sont très peu mises en avant. Et ça, c'est un sujet aussi, parce que ça veut dire que, en fait, on peut pas se projeter. Tu vois, au César, le fait qu'il y avait aucune femme qui était nominée à la réalisation pour le meilleur film, il y en avait une, et à la réalisation, il y en avait aucune. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu cette femme qui s'est mise devant l'écran, devant des millions de téléspectateurs avec son trophée, et les petites meufs qui regardent en train de se dire, mais moi, c'est ça que je veux devenir. Bah non, c'est que des mecs. Comment tu te projettes? En plus, dans le rôle de réalisatrice, pour le coup, il y a avoir des scènes qui sont filmées par des femmes, ça change tout. En fait, on le voit dans Rebecca Solnit, elle l'a fait bien quand même sur la série avec totalement c'est ça s'appelle Les Enfants des Autres, totalement différent la représentation qui est faite quand c'est une femme qui est derrière le cadran et qui est en train de filmer. Et d'un coup, bizarrement, les scènes de rapports sexuels, les scènes, tu vois vraiment comment le regard de l'homme derrière la caméra influence totalement la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est raconté, la manière dont c'est objectivé aussi parfois, les plans, qu'est-ce que tu choisis. Et du coup, avoir des femmes derrière l'écran, ça peut aussi donner quelque chose de beaucoup plus puissant, beau, et une autre image, notamment parler de la vieillesse, apporter autre chose. C'est le female gaze, hein. C'est Laura Mulvey qui en parlait très bien, et Wonder Woman, il y a un extrait qui m'avait interpellée où en fait on descend sur le corps de l'homme qui est tout nu, et en fait la femme paraît totalement intriguée parce que c'est une femme qui vivait donc dans un autre pays, dans une autre dimension où il n'y avait pas d'hommes, et en fait on pense qu'elle va se focaliser sur son pénis, et en fait c'est sa montre qui l'interpelle énormément. Et en fait c'est ces petits détails qui en effet font que, et c'est ce que tu disais Lucie, en fait les producteurs ne veulent pas forcément investir sur la prise de risque ou montrer en fait ce qu'on n'a pas encore représenté. Mais c'est là où je me dis, je pense que ça a un rôle, et ça peut même faire ensuite, ça peut créer le désirable. En fait, c'est qu'on a créé un certain désirable, et en fait, je trouve que c'est vraiment faire preuve de fermeture d'esprit que de se dire, non, en fait, je sais pas, une femme grosse ou une femme de 70 ans ne pourra jamais être une femme qui a un premier rôle. Ben si, en fait, si on commence à le montrer, si on commence à le représenter, en fait, on rendra ça désirable, et ça aura un impact sur nos désirs, nos envies, notre ambition, quoi.
Alors, il y a quand même quelques films comme ça. Hein. Je pense à Party Girl de Marie Amachou Kelly. C'est une femme qui est d'ailleurs pas une comédienne qui joue dedans, qui avait eu, je crois, le prix, un certain regard. Donc ça commence quand même à exister. Mais tu parlais du film de Rebecca Zlotowski, Les enfants des autres. En fait, non seulement il y a ce regard féminin, mais il y a aussi ces histoires nous racontées. C'est-à-dire qu'une belle-mère, belle-mère qui soit stylée, qui soit en fait sympa, on n'a pas cette image-là. Alors qu'il y en a combien des belles-mères ? On est combien des belles-mères, tu vois ? Et ça, c'est hallucinant aussi, tu vois. Ça, c'est fou. C'est en effet la puissance de l'imaginaire, encore une fois, qui nous a conditionnés. Et qui crée. Moi, je vois plus sur les questions d'écologie à la base, où c'est le sujet, mais de voir comment, en effet, on se rend pas compte on imagine que c'est quelque chose de l'ordre du divertissement et que donc, quelque part, que tout est permis, tout est possible, parce que ce serait à part, que ça ferait pas vraiment partie de notre quotidien. Sauf qu'en fait, un film, il nous quitte pas. Il peut nous habiter longtemps. Des séries, elles peuvent faire pas. Ça peut être notre doudou, ça peut être quelque chose qui rentre tellement dans l'intimité des foyers. Ça rentre de moments où on est le plus vulnérable, où on est parfois dans notre lit, où on est dans cette salle de cinéma où il y a quand même cette chose où on se met à une disposition totale, où on fuit pas sur nos écrans, on fuit pas sur les sollicitations, on fuit pas dans la parole vers d'autres. Donc on est dans une posture très vulnérable, je trouve, quand on regarde une série, un film. Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe là, et ce qu'on va créer comme idée de voici ce qui est désirable, voici à quoi ça ressemble le succès, c'est ça une femme qui réussit. Et ben en fait, là, ça peut être extrêmement puissant, bien plus parfois que des mots ou que des choses plus, je dirais, tangibles qu'on peut avoir dans l'espace public. Et ça a été mesuré. Il y a un truc qui s'appelle l'effet Scully, que j'adore le raconter. Même, c'est tous les trucs. Non, mais je trouve que c'est rigolo, quoi. En fait, on a mesuré que les petites filles qui regardaient X-Files, en fait, se projetaient plus dans des études scientifiques et faisaient plus des études scientifiques que celles qui regardaient pas. C'est l'effet Scully. Donc, c'est un truc direct, quoi. C'est-à-dire que tu peux te projeter si en plus, dans les séries, c'est vrai qu'il y a un aspect récurrent. Donc, les personnages, ils ont le temps de se déployer. Tu peux grandir avec. Mais c'est ça, tu peux te référer. Et toi, Clem, le oui, moi, pendant longtemps, partie du quotidien des gens. En tout cas, pendant longtemps, je me disais, bon, c'est super parce que ça marche et c'est un programme qui plaît énormément et qui est très regardé. Mais moi, ce que je veux, c'est que dans mon travail, je veux participer au monde de demain, je veux aider à le construire. Et là, ça suffit pas. Là, je fais du divertissement. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était pas du tout que du divertissement, que je participais à la culture carrément de cette société, et qu'en fait, même en distillant dans les épisodes de Clem des réflexes écolos, sans en faire un sujet. C'est-à-dire, il fait ses courses en vrac, elle va au travail en vélo, elle a un cendrier de poche, elle achète bio, elle fait un compost, des trucs comme ça. On n'en fait pas toute une histoire, c'est juste normal. Et justement, ça normalise complètement quelque chose. Dans une famille, dans des personnages que les gens suivent et auxquels ils s'identifient profondément, et ça, ils me le disent depuis toujours. Et depuis qu'il y a des trucs comme ça, les gens m'écrivent énormément en disant « Merci, ça fait plaisir, je me reconnais là-dedans, et ça me donne envie, comment on fait pour faire pareil ?» Donc, et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait une puissance gigantesque, en fait, dans la fiction. Et que la télé, elle est dans tous les foyers, donc quasiment. Mais ce que dis pas, en plus, c'est que beaucoup, c'est même toi, tu étais vachement initiative de ça. C'est-à-dire que tu as ce rôle aussi de te dire qu'en fait, on doit demander. Tu vois, en tant que femme, c'est de dire que c'est elle qui dit, mais enfin, bon, je sens dire sans te dévoiler, mais il y a quand même ce truc où je sais que tu te bats pour dire on a un rôle politique en fait. Ce qu'on fait est politique et donc précisément puisqu'on participe de cette culture-là, t'imposes des trucs. T'es capable de dire, donc t'imagines que t'es une actrice qui, normalement tu t'épouses un rôle et donc pas que t'as rien à dire, attention, mais je veux dire, il y a ce là, toi-même t'arrivais sur les tournages, en avant, sur la manière de raconter, de dire il faut vraiment prendre ça bien plus au sérieux. Donc, mais en tant que femme, tu vois, ce truc mais pour pouvoir imposer ça, j'ai dû utiliser des armes patriarcales. J'ai dû dire c'est ça ou je viens pas. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de discussion possible. Il fallait, ou alors on me disait oui, et puis après, hop, on oubliait. Et donc j'étais obligée de dire, je viens pas tourner, tant pis. Ça aussi, tu vois, il n'y a pas que la position de la femme, il y a aussi comment ça fonctionne. Bien sûr. Le système de domination. On en revient au système de pouvoir, et je voulais rebondir là-dessus aussi. Si MeToo, en fait, est né est sorti, si MeToo, il y a quelque chose d'assez forme de cadeau caché, c'est qu'en fait, la parole se libère globalement et que toutes les lignes de la société sont en train de bouger sur ces sujets. Mais pourquoi c'est arrivé à cet endroit-là ? C'est précisément parce que c'est un système de domination
mais exacerbé en fait, mais c'est inflammé. on peut Donc même du pas coup c'est imaginer. comme ça que il y avait des trucs épouvantables qui se passaient, qui se sont toujours passés, qui continuent encore quand même probablement penses à ça encore. Ouais, il y a Non, mais plein de si tu veux, choses, il y a plein de il y a un gros travail qui est fait en ce moment sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. Maintenant le CNC a carrément créé une formation, c'est-à-dire que si t'es producteur, Ouais, t'es obligé tu de ne peux, mettre à si jour, tu n'as pas fait cette formation au CNC sur la lutte contre les VSS, encore une fois, tu ne touches plus les subventions. Donc tu vois, il y a un truc qui quand même est fait. Mais bref, MeToo, c'est né dans le cinéma parce que justement, il y avait ce Il y avait de rapport pouvoir de et d'argent. domination exacerbé. Et après, derrière, il y a ce truc canon qui est ces femmes qui prennent la parole et qui libèrent celle des autres, en fait. Enfin, et donc, ça, Tu c'est vas dingo. savoir. Moi, sur un tournage, par exemple, je me suis retrouvée en face d'un réalisateur qui se comportait. Je viens de lire un livre très intéressant qui s'appelle Trois femmes disparaissent de Hélène Frappa. C'est 3 générations de femmes, une grand-mère, une mère et une fille. Et les 3 ont été très connues à un moment en tant qu'actrices et ont été extrêmement utilisées comme objets sexuels. Et donc la première a joué dans Les Oiseaux et Marnie de Hitchcock. Et en lisant ce qu'elle avait subi, C'est une histoire vraie ? Ouais. C'est une enquête en fait. Ok. C'est vraiment Ah, intéressant. dingue, génial. Ouais. Et en lisant ce qu'elle avait vécu, bon déjà j'avais vraiment envie de vomir et j'avais le ventre qui se tordait, mais surtout ça m'a rappelé des choses très traumatiques que moi-même j'avais vécues, tu vois. Et notamment une fois je suis tombée sur un réalisateur qui avait vraiment un comportement comme ça, complètement obsessionnel, méchant, à me rabaisser en permanence, mais pour me garder sous son contrôle, tu vois, total. Et c'était juste après MeToo. Et merci infiniment MeToo, parce que pendant quelques jours je me suis dit il va me pousser au suicide. Là j'ai encore 5 semaines à tenir comme ça, je ne vais pas pouvoir. Il y avait des techniciens qui quittaient le plateau tellement ils se sentaient mal, il y en avait qui revenaient pas parce que tellement c'était insupportable pour eux de voir les humiliations que je subissais. Et j'ai parlé à une amie productrice, une femme géniale, et elle m'a dit non mais t'es super légitime Lucie, donc tu le convoques là avec les producteurs, parce que les producteurs leur travail c'est de te défendre et de te protéger. Donc ça il faut que tu leur rappelles. Et donc c'est ce que j'ai fait le lendemain, et je lui ai dit voilà, t'essayes de me détruire, mais en fait t'as pas compris que moi en 2 heures je te détruis. Maintenant, grâce à MeToo, je t'ai enregistré, j'ai des enregistrements de tout ce que tu me fais subir. Donc, je le diffuse sur Internet et tu ne travailles plus. Et il est devenu livide, il s'est mis à m'insulter. J'étais encore en train de l'enregistrer, je t'ai pas dit quoi. Vas-y, redis là, c'est le son qui est pas bon. Mike, c'est moi. Et il est devenu fou. Mais finalement, le lendemain, on a trouvé un arrangement. Et après, on a pu finir le film de façon tout à fait respectueuse, et même j'ai fini par apprécier le travail qu'on faisait ensemble, et lui il est fini resté par quand même. il a fini par rester. Il voulait partir, mais quand on lui a dit que ça allait être une femme qui allait le remplacer à la réalisation, il a pété les plombs. José Dayan. Et on lui a dit c'est pas grave, ce sera José Dayan qui va te remplacer à la réalisation si tu veux pas rester. Alors qu'il avait eu des Césars et tout, donc ça l'a beaucoup vexé. Et finalement, il restait. Et ça s'est bien passé. Et son équipe qui travaille avec lui depuis 15 ans m'a dit il est en transformation totale, on ne l'a jamais vu comme ça. Mais son équipe, pendant que je me faisais torturer, eux, ils disaient c'est dur, je sais, mais c'est comme ça, il a toujours fait comme ça. C'est Ces actrices, après, elles reçoivent plein de prix et tout. Mais oui, non mais c'est presque, je trouve, l'espèce de fantasme du producteur loufoque à qui fait on sa voit chose. tout passer, exactement, mais qui, en fait c'est le génie, tu vois. Bah non, en fait le génie c'est pas d'être un connard, je suis Non, désolée. mais tu sais, l'art excuse beaucoup de comportements, parce qu'on a, c'est bien sûr, on sait pas l'art de l'artiste, mais même au-delà de ça, dans le quotidien, il y a ce truc d'incompris, quoi. Et tu peux dire, on excuse tout parce que lui il sait, et que donc il y a une vision, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, et qu'il veut nous amener dans un endroit, et que tu peux avoir, pour des amis aussi sur des tournages où c'était horrible, c'est ce truc de dire, en fait, il veut te pousser quelque part où il veut, et ça donne énormément de matière pour retarder une révolte, une indignation contre ces violences sexuelles. C'est un scandale. Et toute la communauté contribue à banaliser le truc, à dire ouais c'est dur, mais c'est comme ça qu'on a toujours fait. Pour moi, c'est moins un sujet par rapport au cinéma qu'un sujet par rapport à la maturité dans la société. Et j'ai l'impression, mais MeToo pour le coup, qui vient de femmes de cinéma à l'origine, est vraiment en train de faire bouger les lignes. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qui étaient considérés comme ok. Bah, tu regardes, c'est l'affaire PPDA, hein, tu lis Impunité, qui est un bouquin de dingue de Hélène Devinck. C'est ça, elle explique qu'en fait, maintenant je crois qu'elles sont 90 quand même à avoir porté plainte contre PPDA. Et en fait, si tu veux, tout le monde savait. Le pire, c'est les scènes où les secrétaires disent ah non, pas toi, tu vois. Donc pour moi, c'était des systèmes, et c'était une société dans laquelle en fait, il y avait beaucoup de choses, des choses les plus anodines.
tu vois, aux choses les plus graves qui, en fait, passaient crème. Et aujourd'hui, en fait, on est à un moment où on secoue la table comme ça et où on dit, en fait, ça, c'est non. Ça, c'est non. Et tu vois, et c'est pour ça que cette formation au CNC, c'est de dire, c'est quoi, en fait, un agissement sexiste? C'est quoi la notion d'harcèlement sexuel? C'est quoi une agression sexuelle? C'est quoi le viol? Et en fait, à quoi tu t'exposes quand, tu vois, pénalement? C'est quoi les responsabilités? Tu vois, c'est exactement ce que tu disais sur ton prod. Oui, sa responsabilité de chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise, le prod sur un tournage. C'est de faire en sorte que la loi soit respectée. Et ça, c'est juste de la loi, en fait. La libération de la parole est hyper importante. Et si je me souviens bien, moi, Lucie, je crois que je t'ai découverte, enfin, tu vois, au-delà de Clem, parce que tu avais fait un post il y a quelques années où tu partageais avoir été victime d'agression sexuelle. Et j'avais trouvé ça hyper courageux. C'était pas avant MeToo, enfin, je sais pas, dans ma tête, c'était il y a grave longtemps, mais ça se trouve. Et j'imagine qu'à la suite de ce témoignage et de ce courage, t'as dû en fait encourager des femmes à se révolter aussi, à se dire mais en fait ce que je vis c'est pas normal. Il y a vraiment ce truc du cas particulier où quand t'es toute seule à le vivre, tu te remets en question en disant que peut-être t'en fais trop, que peut-être voilà. Et le fait d'entendre quelqu'un d'autre dire non, en fait, ça m'arrive, je te comprends, je te soutiens. Ce n'est pas normal. C'est hyper puissant. Mais c'est particulièrement les hommes qui m'avaient étonnée parce qu'énormément d'hommes m'ont écrit en me disant mais les bras m'en tombent, mais toi aussi, mais c'est pas possible. Et vraiment, je pense qu'il y avait une méconnaissance, un déni énorme de la part de plein d'hommes de très bonne volonté, mais qui, voilà, n'étant pas traversés par ces souffrances-là, pensaient vraiment que c'était marginal. Tu vois ? Tout à fait. Et toi, à l'époque, est-ce que t'en avais parlé à quelqu'un, si jamais ça s'était passé sur un tournage, ou tu vois, est-ce qu'il y avait ce côté où tu te disais non, en fait, je peux même pas en parler ? Si, alors j'en parlais, mais vite fait. Par exemple, moi, ça m'est arrivé aussi sur un tournage d'être en train de me faire maquiller, d'avoir un acteur qui vient devant moi. On était sur le set, c'était juste une petite retouche. Et le mec vient et me dit je vais te violer, tu vas trop kiffer, je sais que t'aimes ça. Et la maquilleuse est devenue vraiment livide. Elle était là. Je suis là, elle est en train de se concentrer, qu'est-ce qui se passe? Et lui, j'ai pas été voir la prod en disant il vient de me dire ça quand même, en pleine préparation. Mais est-ce que tu le ferais maintenant? Ah oui, maintenant je ne serais jamais passé. C'est sûr. Ouais. C'est sûr, par contre ça va vite, on prend les bons réflexes assez rapidement quand même, heureusement. Mais c'est pas fini, je pense qu'il faut qu'on... ça avance, même tu vois juste là Depardieu qui est sorti il y a... En fait, on le savait, mais même tu vois, on participe de ça. Moi, c'est des amis qui tournaient avec lui qui me l'ont dit déjà il y a un moment, et tu te dis mais pourquoi? Et en fait, on oublie des trucs que tout le monde le savait, il y en a plein où en fait on fait partie de tout le monde qui le savent et qui ne le disent pas encore maintenant. Donc il y a ce truc aussi qui est hyper difficile. Mais ce qui est dur, c'est qu'on ne peut pas parler à la place de la victime. C'est ça, bien sûr. Mais non, mais tu peux dénoncer quand même. Tu peux dénoncer, tu peux faire anonymement, tu peux, tu vois. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée aussi avec Adèle Haenel. Tu vois, quand tu disais que toi aujourd'hui, t'imposes aussi ta volonté et tes croyances. En fait, est-ce que c'est vraiment possible aujourd'hui d'être une femme dans le monde du cinéma engagée? Parce qu'en fait, tu payes à un moment. Ah voilà. Non, mais t'en payes le prix. Adèle Haenel, aujourd'hui, elle est militante. Elle n'a plus de rôle, tu vois, alors qu'elle c'était une actrice. Je sais pas si elle a fait de rôle quand même. Mais elle veut plus en faire pendant un moment. Enfin, en tout cas, elle avait dit qu'elle voulait se concentrer sur ça. Mais c'est vrai que par contre, ce qui est terrible, c'est que en plus, il y a cette croyance du fait que quand tu vas être engagée, cette peur d'un coup panique de on va faire chier les gens, ou c'est pas ce qu'ils veulent, ou c'est pas... Et donc d'un coup, on désire quelque chose de très lisse, quoi. C'est marrant. Le cinéma, la série, c'est où t'as envie d'être traversé par des grandes émotions, de raconter des choses fortes, qu'on peut pas... C'est justement ce truc très cathartique. Là, bizarrement, il y a une espèce de tabou total sur l'engagement écologique féministe. Là, t'es catégorisé comme l'hystérique. Et nous, c'était fou de voir, en essayant de vendre, du coup, une série documentaire qu'on a faite, en allant voir ils pitchaient à Netflix ou à des grandes plateformes et tout, et voir que quand ils se rendaient compte que c'était moi, il y avait ce truc de oulala, mais ça va être trop politique, en fait, bye, et ça va pas marcher. Et là, on a du coup dû être sur une plus petite plateforme, et ça marche très très bien, ils sont très contents des chiffres et tout ça, et on se dit, tu vois, en fait, ça envoie aussi le message que si, c'est pas vrai que les gens ont pas envie de voir des gens qui ont des choses à raconter.
C'est quand même complètement fou C'est d'imaginer. de la lâcheté plus comme qu'autre quelque chose. chose- Hein. Mais bien c'est aussi, sûr, les c'est médias bien sont sûr. vachement coupables de ça parce que les médias, notamment chez les comédiens et les comédiennes, montent vraiment les carrières des gens, vraiment. Et donc, tu pourrais être activiste et foutre le bordel. Si t'étais dans tous les magazines, t'inquiète qu'on miserait sur toi quand même et que Netflix, il publierait ta série. C'est qu'aussi, vraiment, le système choisit de glamouriser certaines personnes Mais oui. et L'arnaqueur de Tinder. de dissimuler Moi, je trouve ça d'autres. choquant qu'on ait fait un docu sur ce mec. Ouais, Enfin, et ouais, encore, je pense à lui, mais il y en a ouais, plein ouais, d'autres. ouais. Mais il y a plein de documentaires sur des escrocs. Là, bizarrement, là, ça dérange Où pas, tu c'est vois. traité en plus de manière sympathique, quoi. T'as presque envie de l'excuser tout, quoi. Bah, Presque il y avait eu comme ça une polémique, personnellement j'ai pas regardé, mais autour de ce cannibale à qui on a fait une série, non? C'est pas ça? Oui, si, je crois, On a fait- italien, là. Ouais. Enfin, et en fait, il y a eu un moment où les gens ont dit mais c'est pas possible, on peut pas glamouriser. Où à la fin, t'avais presque des messages de soutien aux gars, parce qu'en fait, comme on touche, comme on se disait, à l'intime, à l'émotion, ça crée un affect. Et donc, c'est vrai que pour moi, il y a un rôle dans ce qu'on montre, en fait, et dans ce qu'on choisit de montrer. Après, il peut être aussi hyper positif. Pour le coup, je pense, moi, à une série qui m'a complètement fait... m'a transformé ma vision, en fait, de la transidentité. Ça s'appelle Transparent. Je sais plus sur quelle plateforme c'est en ligne, mais en fait, c'est l'histoire d'un type de 60 ans, marié, 3 enfants, qui décide de faire sa transition sexuelle, et du coup ça embarque évidemment toute la famille dans ce truc complètement Bouleversant. Bouleversant, exactement. Et là pour le coup je crois qu'il y a 5 saisons. À la fin de la 5e saison, je me disais mais ma vie entière, en tout cas mon regard sur ce sujet et ma compréhension profonde de ce sujet ne sera plus jamais la même. Donc tu vois, tu peux aussi avoir des Mais trucs tout comme à ça fait. où tu... Et c'est ouais. presque ça qui est dangereux, je trouve. Ouais. En fait, c'est qu'il y a Ouais, presque c'est une le forme pouvoir. d'instrumentalisation où, en fait, le pouvoir d'une série ou d'un film, c'est presque de nous convaincre ou de nous rattacher à une cause, parce qu'en fait, c'est un pouvoir, quoi. De créer modélisation, et de modélisation des imaginaires. De modéliser c'est comme comme si on a on envie de le était... faire. Ouais, c'est exactement ça. Hein. D'où donc, l'importance autant- d'aller dans ce sujet-là. Voilà, tu vois, autant l'utiliser l'écologie. comme Camille le fait. C'est un système qui est manipulateur, mais il faut jouer avec. Oui, avec les- encore les une fois, armes qu'on nous si donne, c'était hein. nous qui écrivions les règles, on les aurait pas écrites comme ça et on les écrirait pas comme ça et on essaye de les écrire autrement. Mais en attendant, pour l'instant, il y a des règles du jeu et si on veut pouvoir justement proposer autre chose, on est obligé aussi de jouer avec ces règles. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Et après, faut être malin, faut pouvoir les jouer avec pour les contourner, pour mieux les contourner, mais néanmoins. Et après, le truc fou aussi, c'est que en fait, dans les salles de cinéma, notamment, il y a plus de femmes que d'hommes, de spectatrices, et les histoires qui sont racontées sont plutôt des histoires racontées par des hommes. Et surtout, encore une fois, on en revient sur cette notion d'histoire non racontée. Alors, on commence quand même à avoir maintenant des personnages qui sont vraiment, vraiment stylés. Je pense, tu vois, à Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, qui est cette showrunneuse qui a créé ce personnage, qui est toujours un peu partagé entre le fait de vouloir, enfin, elle a une façon de penser hyper libre et en même temps elle essaie toujours de s'adapter à la société. Il y a un espèce de décalage entre les deux permanent qui est absolument fantastique, et en fait elle est pas forcément aimable à tout moment. Alors du coup ça la rend évidemment complexe, et donc elle nous ressemble parce que on est tout un peu comme ça, n'est-ce pas? Et c'est canon. Non, ça il faut regarder absolument. Regardez Fleabag. Ouais, Non, Fleabag, non, Fleabag, c'est c'est- féministe, ouais, ça ouais, regarde ouais, c'est trop bien. C'est par des femmes, ça représente bien Ouais, la femme de ouais, manière intelligente. Ouais, mais en fait, c'est presque ça que je trouve dommage. En fait, c'est que moi, j'ai plus entendu parler de quelle tenue Zendaya a portée au dernier, je sais plus quelle cérémonie en Inde, que de cette série, tu vois. Il y a un côté aujourd'hui, le traitement médiatique, et tu vois, on pourrait dire oui, mais c'est ce que les gens veulent voir. Oui, Non, mais en c'est fait, ce qu'on leur en donne tant à que voir. média, C'est on a une ce qu'on leur responsabilité donne sur à ce qu'on leur voir. donne envie de voir. Tu crées des Et désirs, d'ailleurs, tu vois. tu vois, il y a 5 ans, donc à chaque fois que je postais un contenu sur l'écologie, je perdais des followers, et parfois c'était vraiment des hémorragies, genre des milliers de followers. Dès que je prenais position un peu de façon forte sur l'écologie. Et ben maintenant j'en gagne, soit j'en gagne, soit je suis à peu près à l'équilibre. Mais par contre, il y a un autre sujet maintenant qui me fait faire des hémorragies de followers. Je vous le donne en mille, c'est le féminisme. Et donc, quelque part, je le prends positivement en me disant, dans 5 ans, je vous attends. Voilà. J'aurais été Mais précurseur. ça montre que c'est quand même un sujet là qui est particulièrement bouillonnant et qui fait mal, parce qu'il est mal perçu, regardé, voilà.
mais que c'est encore un truc qui est vraiment extrêmement sensible. T'as les sujets liés aux femmes aussi qui n'ont jamais été traités, tu vois. Et ça aussi, ça bouge. Moi, je trouve qu'il y a quand même des trucs ménopause, les règles. Ouais, les règles. Tu vois, les règles. Enfin, c'est ce truc de, tu vois, on n'en voyait jamais. Tu vois, ça n'existait pas. C'est quand même un quart du temps des femmes sur la moitié de leur vie, tu vois. Où c'est quand même une galère. C'est un truc avec lequel on doit faire. La ménopause, ça concerne toutes les femmes. Alors là, c'est 100% aussi, tu vois. Et pareil, ça n'existait pas. Ou alors c'est un truc qu'on veut pas voir, tabou. Et je trouve que ça, c'est en train de bouger. Ouais, c'est en train de bouger. Et c'est génial. Nous, dans Clem, on a vraiment, par exemple, traité les 2 sujets de façon assez génial, libre. Ouais. Et d'ailleurs, pareil aussi sur les personnages. Là, le dernier personnage que j'ai fait, c'est justement un personnage que je suis vraiment contente de défendre parce que c'est dans la série Cannes confidentielle, parce que justement, c'est une femme flic qui est vraiment badass. Elle se bat, elle fonce dans le tas, elle se pose pas de questions, elle est là sur sa moto, sur son truc. Enfin bon, elle assume complètement son côté masculin. Et en même temps, elle est maquillée, super coiffée, elle a des sentiacs dorés, elle est très féminine, elle est très douce en même temps quand elle veut, très tendre et tout ça. Et donc elle assume complètement son côté féminin aussi. Et c'est ce mélange-là que je trouve hyper chouette et qui moi, à jouer, ça me donne une vraie respiration et je suis pas là en train de me... Et d'ailleurs, un truc trop mignon, mais qui je trouve est un peu un curseur, et ben la script de ce projet, de temps en temps, venait me voir et me disait « T'es sûre tu vas le dire comme ça ? Parce que je trouve que si tu me disais comme ça donnerait un air un peu plus intelligente. » Et je lui dis « Mais oui, t'as raison, bien sûr. Parce que là, tu vois, on est un peu dans le cliché... classique. Ouais. Et c'était la première fois en 15 ans qu'une script me poussait à ça, à avoir l'air plus intelligente, plus légitime, plus machin. Et je trouvais ça super chouette. Et donc ça, oui, ça change. On est au bord du concept de sororité là, hein, quand même. Hein. Quand t'as une script qui te dit un truc comme ça, tu vois, il y a un truc qui est chouette aussi. Tu vois, il y a plein de trucs chouettes quand même. Hein. Et c'est un truc qu'on appelle nous sur nos tournages, qui sont des tout petits tournages, tu vois, là on dit 3 sur la série, mais sinon sur les courts-métrages, on fait, je sais que Fabienne, toi tu fais ça d'ailleurs pour le festival, c'est d'avoir une référente. Nous on avait, on fait un brief au début de l'équipe en disant, il y a une personne, vous pouvez à tout moment venir nous parler, si vous voyez des violences, si vous voyez des comportements sexistes, cette personne a été formée, on prend des personnes qui ont été formées à ça, le CNC en propose des formations. Et quand on dit CNC, c'est le Centre National de Cinéma, parce qu'on parle comme si tout le monde était au courant. Et en fait, ça veut dire que peut-être qu'elle ne servira à rien, mais au moins tu as cette personne, quand tu te sens seule, tu sais qu'il y a un rôle attribué sur les tournages pour adresser ces questions, qui est formé pour parler de ces questions et qui va pouvoir le faire de manière objective, quoi. Mais il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, sur un de mes derniers tournages, dès qu'il y avait une technicienne particulièrement jolie, souvent une régisseuse, quand même se focalise sur l'échelon malheureusement le plus bas dans l'échelle de hiérarchie. Dans les tournages, il y a une bible de tournage, donc tout le monde a les numéros de tout le monde en gros. Et donc, elle recevait toute la journée des invitations à boire un verre, à aller faire ceci, tu veux pas qu'on discute, machin, par des mecs du tournage. Et la pauvre, elle a vraiment pété un câble. Et comme elle s'entendait bien avec certains hommes se sont dit, et on va me mettre dans le même panier. Donc ils se sont dit c'est une manipulatrice et ils ont réussi à convaincre quand même une grosse partie de l'équipe que en fait c'était pas qu'elle était jolie, c'était qu'elle était manipulatrice et qu'elle allumait tout le monde aussi parce qu'ils se sont sentis en danger parce que eux ils s'entendaient bien et qu'ils avaient été vus en train de s'entendre bien avec elle. Et vraiment elle a fait une dépression, la fille est normale, enfin tu vois et son seul tort c'est d'avoir été juste naturellement jolie. C'est fou parce qu'en fait, ce qui peut te perdre et aussi ce qui peut te faire réussir en fonction de l'importance qu'on veut bien te donner. Oui, parce que par exemple, tu vois, cette fille étant très jolie, on lui a proposé plusieurs fois sur le même tournage de faire de la figuration. Et elle voulait être comédienne. Donc d'un côté, c'était vraiment pratique, et puis d'un autre côté, ça pouvait la perdre. Ça pouvait la perdre. Ouais. Et ça, c'est vrai que les castings, on s'en parlait un peu hier soir, Lucie, mais je serais ravie d'avoir ton expérience. Je sais que moi, j'ai notamment ma cousine qui en a fait plusieurs. Et en fait, c'est fou, mais on te le dit parfois clairement, parfois non. Mais encore aujourd'hui, parce que vraiment, c'est très récent, si jamais tu fais plus qu'un certain poids, n'essaye même pas de postuler. Ah ouais. Ouais, il y a encore une grosse discrimination, j'imagine plein d'autres formes de discrimination également, mais où, tu vois, on parlait de Gérard Depardieu, là j'ai plus peur du coup d'en parler en mauvais termes, parce que quand même, voilà. Mais bon, qui n'est pas un standard de beauté, ce qui n'a jamais empêché d'avoir des rôles magnifiques et de très bien jouer, j'ai pas d'équivalent au féminin. Beaucoup moins, enfin, mais c'est sûr que tu dois faire 3 fois le taf. C'est-à-dire que tu dois, pour être au même niveau, tu dois faire 3 fois plus.
Oui, Je sais puis même même, pas si t'auras ça jamais suffit, des en rôles fait. aussi intéressants. Parce qu'en fait, si jamais t'es la personne qui décide de qui est pris ou pas, je pense que c'est pas parce que t'as travaillé plus, non, c'est juste que t'as pas la gueule de l'emploi, tu vois. Et en vrai, ça vaut pour les femmes comme d'autres formes de discrimination. Hein. Mais ne serait-ce qu'ici, les filles, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que dans n'importe quel festival, le but, c'est d'aller faire le pan, donc la roue, devant tout le monde, pour être hyper glamour, pour envoyer de la magie, des paillettes, de l'extraordinaire. Et clairement, je suis désolée, mais le boulot que nous, on a l'habitude de faire pour faire la roue, il n'a rien à voir avec celui de la plupart des hommes qui foutent une paire de baskets, un costard ou encore souvent un jean et un t-shirt et on y va, et nature, peinture, et ils sont super comme ça. Ouais. Et le coût nous, que ça c'est- représente, hein, on n'en parle pas, mais moi du coup, pour C'est ne énorme. pas avoir de glam team, Mais oui, je suis je peux d'accord. te dire, au minimum, si je veux me faire coiffer, maquiller, c'est 300 balles. Hein. Bah bien sûr. Autant te dire que je le Bien fais sûr. moi-même. Bien sûr. Pareil pour le Tu vois moindre vêtement, pour le moindre bijou, pour le moindre Après, dans les festivals, maintenant, moi, ce que j'essaie de faire toujours, c'est quand même de créer. Toi, c'est ce que tu génères au travers de ce moment, tu vois, où on discute de fond. Moi, j'essaie toujours d'amener les sujets de société, tu vois, en allant. C'est comme ça que toi, t'es venu présenter à Cannes Série Moi, j'ai pas ta série, tu vois. C'est comme ça qu'on fait toujours des masterclass du Lab Femmes de Cinéma, où justement on met en avant des rôles modèles au féminin. Donc, c'est un autre sujet, hein, mais c'est sur le. Là, c'est pour le coup, c'est dans les festivals, on vient y faire quoi, tu vois, on vient aussi y rencontrer du monde, on vient aussi. Je dis pas qu'il faut boycotter. Non, mais il y a ça. Et après, c'est vrai que sur le sujet de la représentation, oui, l'inégalité finale. Bah, d'ailleurs, tu as un date, tu vois, tu t'avais lu aussi, il y a eu pas mal d'articles là-dessus. La préparation pour un filles, date. la préparation d'une fille. Le mec, s'il s'est coupé les ongles, déjà, t'as du bol, quoi. Enfin, tu sais, c'est le fameux truc, tu te dis, putain, c'est chaud. Non mais il y a un terme pour ça, c'est le terme charge mentale. Tu vois, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment ça. Et après bon, tu vois, en fait ce qui est très difficile je trouve, et peut-être des personnes qui nous regardent le ressentent aussi, mais ce qui est difficile c'est personnellement de savoir ce qui relève de l'ordre de la volonté et ce qui relève de l'ordre de l'injonction. Bah, carrément. Parce qu'en vrai moi je kiffe. Tu vois, je poste sur Insta mes photos sur le tapis rouge, en vrai. Mais moi aussi. Je m'habille jamais comme ça, donc tu vois, ça fait plaisir, mais est-ce que si j'avais pas vu toutes ces femmes avant, autant se saper, etc., est-ce que j'aurais vraiment cette envie-là et j'aurais pas plutôt envie d'y aller en mode à la cool? Mais surtout, c'est la question de choix, en fait. Ma voix est fucked up. Genre, j'ai beaucoup d'interviews. C'est bizarre. J'ai dit beaucoup Elle fait de un peu choses. trop la fête, hein, Ce qui est bien, c'est que Camille, non, là, justement, ce qui est bien, c'est que j'ai pas dû trop faire la roue. J'ai fait plein d'interviews sur le monde qui s'effondre à Cannes dans les tapis, ce qui était assez étrange et témoigne intéressant. de ça, c'est vrai. Moi, je vois très bien ce que tu vois là. Typiquement, je suis quand même en train de parler d'un sujet hyper important en temps comme ça, mais parce que j'ai choisi. Et en même temps, mercredi, je suis dans une de Télérama, dans un truc où ils sont venus, ils m'ont prévenu qu'elle avait la une, et je leur ai dit, écoutez, j'ai pas envie de le faire. J'aurais pu dire avoir envie de le faire comme là, je l'ai fait dans cet état, mais je dis, là, j'avais envie de faire quelque chose où on va m'écouter profondément pour mes idées, où j'ai envie d'incarner aussi, de participer au fait qu'on normalise un corps qui soit pas maquillé, et donc, on le fait pas dans un appart parisien, dans un studio avec du make-up. Je pars en bateau, si vous voulez, venez. Donc ils sont venus à la fin de 6 jours de navigation sans douche. J'ai trouvé juste quand même une douche communale avec un espèce de savon. Je me suis lavé les cheveux la veille. Donc il était 6h du matin. J'étais pas maquillée, j'avais pas dormi et j'avais juste des habits de car où j'ai quand même porté juste le jean de la photographe parce qu'elle me disait ça va pas du tout, il faut que tu mettes ton jean. Et ça, tu vois, c'est une photo dont je suis super fière aussi. Et ce qui change dans tout, c'est le choix en fait. C'est si tu avais envie demain de faire une montée en jog parce que t'es cool et que t'as envie de voir un film dans une salle en jog, bah, que tu puisses le faire en jog, on sait rien, mais tu vas l'aider sans avoir autant d'injonctions que ça. Et s'il y a des moments où t'as envie parce que ça te fait sentir puissante de t'apprêter, tu peux le faire. Mais le truc, c'est qu'on nous laisse pas forcément ce choix. Bah, c'est-à-dire que si moi j'aurais pu y aller habillée comme ça, par exemple très simple. J'aurais pu, mais le truc c'est que là je viens défendre une série internationale, une nouvelle série, il y a les Américains dans l'histoire, il y a machin. Je peux décider de prendre un énorme risque et de dire je vous embête et je fais exactement ce que je veux et ça aurait pu marcher. Mais je prends quand même un énorme risque. Alors que là, moi, je suis fatiguée, je travaille à 1000 à l'heure, je me dis, bah non, je vais me mettre dans le truc conforme. Là, au moins, je sais que ça va marcher. Les Américains sont très contents, tout le monde est très content. Et voilà, et je passe à la suite. Et ben, c'est quand même un peu dommage. Mais la société te récompense, hein, comme j'aime à dire, la société te récompense à performer la féminité. Bien sûr. Donc, Après, ce qui est drôle, c'est que vous dites ça toutes les deux et en même temps, pas maquillée. Toi, je l'ai vu, ta couve, t'es juste
une bombe, quoi. Et toi, pareil, tu vois. Mais après, moi, ce qui me frappe encore plus, c'est une histoire qu'on me racontait hier, c'est les hôtesses du Palais des Festivals. Alors, pas celle de Cannes Série, mais sur un autre festival qui se passe dans le même endroit. En fait, les hôtesses sont obligées d'être sur des talons. Et il y a une catégorie d'hôtesses particulière qui s'appelle les hôtesses building. Donc, j'ai découvert ce terme-là hier. Donc, c'est des filles. Alors, c'est des filles qui, en fait, donc, sont forcément sur des hauts talons et ont la capacité, avec leurs talons, de courir et d'intervenir en courant dans des marches en talons si c'est nécessaire. Donc tu imagines le truc de malade. Écoute, on m'a dit, et la fille qui me racontait ça, qui est hôtesse, me disait que... Alors après, je suis pas allée vérifier l'info, mais si tu veux, la notion, en fait, c'est ça aussi. Je crois que c'est avec toi qu'on parlait du fait que les femmes sont plus victimes, notamment de grandes catastrophes écologiques, pour différentes raisons, notamment parce qu'elles sont dans le cœur, mais aussi parce qu'elles portent des talons, que les talons, ça... Que les habits qu'on nous assigne, en fait, on peut fuir moins facilement. On fuit moins facilement, et là, du coup, on est carrément dans l'injonction paradoxale et contradictoire de meufs à qui on voudrait demander s'il y a besoin d'une intervention de courir, mais néanmoins on leur demande quand même, c'est une obligation du talon. T'es là, mais tu vois, et faire l'Himalaya avec des talons aussi, tu vois, pourquoi pas, quoi. On n'avait pas pensé à ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, les premières femmes qui faisaient des randonnées de haut niveau, elles étaient en jupe, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Les habits de ski, c'était des jupes. Ouais. Ça a toujours été l'habillement... un moyen de contrôler aussi le corps des femmes, quoi, dont on s'est libéré. Mais écoutez, je crois qu'on a fait un bon tour des sujets. Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous vouliez aborder Ben non, juste quand même, moi je veux juste revenir sur un truc, c'est que je pense que la femme dans le cinéma, c'est quand même particulier par rapport au reste de la société du travail, dans le sens où c'est très difficile de savoir où est la limite. Parce qu'on nous demande de la nudité, on nous demande de livrer toute notre intimité. Moi, j'ai vraiment l'impression, quand je travaille, de mettre mes tripes sur la table, vraiment. Et d'ailleurs, Victoria Abril me disait, nous sommes des prostituées. Et en fait, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus intime que ce que fait une prostituée. Je le dis, c'est elle qui le dit. Je ne dis pas que c'est ce que je pense forcément, mais ça me fait réfléchir ce qu'elle dit. Elle dit, parce que là, nous, on vend notre intimité, ce qu'on a de plus profond. Parce qu'il y a plein de moments où, en effet, je me suis dit, qu'est-ce que tu vends là ? Qu'est-ce que tu vends ? Qu'est-ce que tu donnes ? Qu'est-ce que tu acceptes qui vient te polluer ? Et c'est vraiment très violent. Et je pense qu'il y a vraiment, là, il faut qu'on change ça, puisque l'imagination peut s'ouvrir par la fiction, il faut vraiment qu'on essaye de favoriser des fictions et les spectateurs peuvent influencer les chaînes en leur écrivant, en soutenant les artistes qu'ils aiment et en les encourageant, parce que vraiment il y a la limite étant extrêmement pas claire, il y a vraiment un besoin de mettre particulièrement de soin dans le respect, dans la notion de consentement, Mais tu as totalement raison, parce qu'en fait c'est presque deux volonté contradictoire, c'est-à-dire que d'un côté, tu as la volonté de faire plaisir à ton réal et puis même d'être une bonne actrice, d'avoir une bonne performance, et de l'autre, potentiellement un malaise ou un doute, et je pense notamment si t'es jeune, ça doit être très difficile de pouvoir faire le ratio entre ce dilemme intérieur, quoi. Puis une fois que t'es adoubé par la critique ou une récompense, ça passe un peu, ça fait passer un peu la pilule. Tu te dis que tu t'es pas complètement perdu, mais combien ne sont pas récompensés, combien on ne voit pas leur travail, on le regarde pas à sa juste valeur ou on le dénigre. Là, elles sont plus qu'avec elles-mêmes et c'est vraiment dur parce qu'elles n'ont fait que essayer de répondre, encore une fois, au désir de plein de gens, et particulièrement de plein d'hommes, ou en tout cas d'une vision très masculiniste. Non, mais j'ai envie de dire, il faut plus de femmes derrière la caméra, plus de femmes, plus de femmes. Et ça bouge hyper doucement. Nous, on suit les chiffres depuis 2012. Entre 2012 et 2022, en fait, on est passé de 19% en moyenne européenne encore à 22% de femmes réalisatrices. Tu vois, à ce rythme-là, en fait, on sera à 50% en 2080. Tu vois, donc bon, les filles, je sais pas, sur les rôles, du coup, c'est dingo, quoi, tu vois. Donc, faut continuer à en parler, tu vois, et à dire, aussi longtemps que ça bougera pas et que ça n'ira pas plus vite, faut en parler, quoi, à tous les niveaux, ça c'est sûr. Et est-ce que juste vous avez observé une différence dans cette place de la femme dans le cinéma entre le monde des séries qu'on couvre à Cannes Series et le monde du film? Moi, je suis pas dans ce milieu-là, je me rends pas compte. Est-ce que, comme les séries sont arrivées un peu plus tard, est-ce que c'est plus
paritaire? Est-ce que c'est plus bienveillant? Ça dépend vraiment de la production du projet. Hein. Ouais. C'est les mêmes boîtes de prod en fait, potentiellement. Je sais pas, je connais moins le cinéma aussi. Je sais pas. Si, ouais, t'as quand même des différences, c'est que y avait moins de moyens avant. Dans les séries. Tu vois, il y avait un côté, c'était les chaînes, etc. Donc, il y avait plus de tentatives. Donc, il y avait proportionnellement un petit peu plus de rôles féminins un petit peu plus intéressants. Et puis maintenant, on est passé avec le fait, la multiplication des plateformes, à un développement, en fait, des séries de niche. Tu sais, tu vas regarder... Enfin, l'idée, c'est plus de t'adresser à un public unique, c'est de t'adresser à des publics de niche. Et là, du coup, en fait, il y a quand même pas mal d'histoires qui sont racontées qui ne l'étaient pas encore dans le cinéma, pour le coup. Tu vois, des séries comme Orange is the New Black, des séries... Mais c'est lié aussi à qui est derrière, encore une fois. Hein. Shonda Rhimes, je l'aime trop. Je l'admire beaucoup. Tu vois. Et puis après, des Sex Education, tu vois, il y a pas mal de séries, quand même, qui ont amené des sujets, tu vois, qui n'étaient pas encore arrivés, ou en tout cas pas allés autant en profondeur dans le développement des personnages, dans leur complexité, et des thèmes, c'est les deux. Hein. C'est les thèmes et les personnages. Et la preuve, encore une fois, que ça peut bien marcher. Même quand on montre de la diversité, même quand on montre des physiques différents, les gens sont au ça rendez-vous marche. parce qu'on les représente à l'écran aussi, tu vois. Et Clem, ça fait quand même quasiment 15 ans. Et c'est que des héroïnes, que des héroïnes depuis 15 ans. Donc après, il y a des maladresses dans cette série, mais il y a plein de tentatives. En tout cas, ça, vraiment, on peut pas leur enlever. Il y a énormément de tentatives de parler de plein de sujets qui peuvent être jugés un peu sensibles. Et c'est une des séries qui a le mieux marché en France pendant très très longtemps. Donc oui, quand même, il y a un goût pour ça. Il y a un goût, et il y a quand même à la télé, je pense que ça change peut-être. Oui, t'as raison, plus vite qu'au cinéma. Oui, il y a quand même une petite différence. Encore beaucoup de chemin à parcourir, mais on est quand même un peu plus avancé côté série. J'ai hâte de vous voir écrire la suite de cette histoire. Oui, merci. On pourrait peut-être essayer de faire un petit groupe. Voilà, c'est ça. Allez, alors on va créer une série. Vos idées en commentaire. Non, ça peut être très chouette, une série co-créée avec la commu. Mais je mettrai tous vos réseaux dans la barre de description, comme ça on peut vous retrouver très facilement. Et puis aussi les séries, notamment Camille et Lucie, où on peut vous retrouver. Et donc Fabienne, le Lab Femmes de Cinéma, ainsi que le Festival des Arcs. Et puis merci encore d'avoir discuté avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.